Donc nous enchaînons maintenant sur les médias numériques. Alors on l'a dit, en fin de compte, le numérique c'est formidable, c'est partout, il y a du savoir partout. Donc on peut faire rentrer dans nos classes Axel Kahn, Pascal Pic, philosopher avec Michel Serres. Ça c'est fantastique, du coup on a une immédiateté, un foisonnement d'informations. Mais la toile est devenue aussi réseau social. Et effectivement, et on a accès aussi aux opinions de tout le monde, à tout moment, sur tout sujet. Et quand l'opinion s'oppose à la raison, et que même l'opinion peut arriver à faire même le buzz, on peut se demander si effectivement il n'y a pas là objet d'éducation. Parce que le bruit médiatique peut couvrir la pauvre voix du professeur, et entre opinion et raison, il y a effectivement l'obligation à lire entre les lignes numériques. Donc cette table ronde va nous permettre de comprendre comment on peut s'interroger sur la naissance, le traitement et la propagation d'une information sur le net. Et donc nous allons poser la question, donc comment les sciences de la vie et de la Terre, les SVT peuvent en fin de compte travailler et enseigner l'éducation au numérique. On va le demander à monsieur Laurent Economides, qui est professeur au lycée Sugère de Saint-Denis. Et on aura notre expert, qui est Olivier Boulanger, journaliste scientifique à la Cité des Sciences et formateur à l'École supérieure du journalisme à Lille. Voilà. Alors bonjour à tous, moi je vais vous présenter une petite expérience. Alors vous allez voir, c'est pas une séance modèle du tout, et ce qui est le plus intéressant, c'est les éléments qui n'ont pas marché et qui ont mal marché. Ce que j'aime assez bien en général quand je fais des séances comme ça. Donc vous allez voir, il y a des choses qui sont assez simples, et puis je vais essayer d'aller moins vite qu'hier du coup sur certains points, même si je vais quand même aller très vite parce que je vais de toute façon être en retard. Ça fait bien. Alors, le contexte de ces deux séances que j'ai réalisées, c'était donc dans le cadre de l'accompagnement personnalisé avec mes élèves de Terminal S. Et le but n'était absolument pas de faire un travail pour le numérique, mais c'était de leur faire comprendre un petit peu les différents types d'arguments qui peuvent être échangés lors d'une controverse scientifique. C'était vraiment le but initial. C'était quelque chose que j'avais prévu de travailler en accompagnement personnalisé en Terminal S. Et donc le sujet de travail, c'est la controverse suscitée par l'article de Gilles-Éric Serralini sur les OGM, donc qui date maintenant d'il y a quasiment 2 ans et qui a fait une polémique à la fois médiatique et scientifique assez importante. Donc voilà un petit peu l'idée. Et suite au conseil de Vincent Audebert, on a transformé un petit peu cette idée-là pour que ça s'adapte un petit peu plus pour le numérique, et au final ça fait des choses intéressantes. Donc c'est pour ça que je vous les propose ici. Alors, je vais faire une petite évaluation diagnostique parce qu'on sait bien faire ça. Les questions qui sont peut-être un peu illisibles sur l'écran, mais combien de courriels professionnels vont vous attendre ce soir en rentrant chez vous? Combien vous en avez lu déjà depuis ce matin que vous êtes assis dans votre fauteuil? Combien est-ce que vous allez effectivement lire par rapport à ceux que vous allez jeter? Combien contiennent des pièces jointes? Combien de pièces jointes allez-vous ouvrir? Combien est-ce que vous allez retenir d'informations depuis ce qu'on vous a dit depuis ce matin? Et surtout, la question la plus importante, combien de temps allez-vous passer dans 3 mois quand vous allez vouloir rechercher les informations qu'on vous a données ce matin pour les retrouver? Si jamais l'ensemble de ces questions fait appel à des réalités assez précises dans votre vie, c'est que vous souffrez de surcharge informationnelle, ce qu'on appelle maintenant l'infobésité, qui est un mal qu'on trouve dans toutes les entreprises et dans le secteur public aussi, et qui s'applique tout à fait à nous aussi. Alors, il y a quelques informations qui étaient importantes. Un cadre, donc comme on est tous ici cadres dans l'éducation nationale, un cadre reçoit 10 fois plus d'informations il y a 15 ans, 10 fois plus d'informations qu'il y a 15 ans, et il en produit 10% de plus. Et en gros, les choses qui sont intéressantes aussi dans les chiffres comme ça, qui nous donnent une idée de la quantité d'infos disponibles, on a produit plus d'informations dans les 10 dernières années qu'en 5000 ans d'histoire de l'humanité. Ça, c'est des données qu'on trouve un petit peu partout, qui sont complètement astronomiques. Et en fonction des métiers, on peut passer jusqu'à 30% de son temps de travail à traiter des courriels, chercher des informations, etc. Parfois, ça peut aller de manière plus importante. Donc, dans notre vie de tous les jours, trouver ces informations, les sélectionner, savoir lesquelles sont pertinentes et en garder une mémoire. Je vous ai mis ici une petite infographie qui a été faite par Intel. Qu'est-ce qui se passe dans une minute d'Internet? Bon, là, ça fait 2 minutes que je parle, donc depuis 2 minutes que je parle, il y a eu 60 heures de vidéos YouTube qui ont été uploadées. Il y a eu 200 000 tweets qui ont été faits, donc quelques-uns dans cette salle.
et à peu près 6000 photos Flickr. Et donc dans tous ces documents-là, il y a effectivement des documents qui vont porter sur des gens qui vont envoyer une baballe à leur chien dans leur jardin, et il va y avoir aussi des vidéos qui vont être publiées, par exemple, de pièces buccales de moustiques en train de piquer une souris, avec des vidéos de ce genre de choses qu'on voit maintenant in vivo avec des techniques assez intéressantes. Il existe, heureusement pour nous, un remède à l'infobésité qui s'appelle la curation. Alors c'est un mot très vilain. J'ai mis ce petit document-là qui rappelle un peu le tsunami numérique dont on nous a parlé. Effectivement, si on ne veut pas se faire submerger par l'information, il faut effectivement se mettre dans cette attitude de curation. Alors ce mot-là, faut pas, moi je l'avais jamais entendu il y a un an, donc je vous l'explique comme je l'ai compris. Si un vrai spécialiste de l'information vous définissait ça, il aurait des cheveux qui se dressent sur la tête et tout. Mais bon, l'idée est très simple, c'est que vous avez 3 étapes majeures. D'abord, sélectionner l'information. Et pour sélectionner l'information, il faut identifier les sources. Il faut référencer ces sources, être capable de les retrouver après. Traiter l'information, ce traitement, la deuxième étape qu'on appelle aussi d'éditorialisation, c'est le fait de rajouter une information, une opinion, un point de vue, une analyse à cette information brute. Et la troisième étape, c'est la partager, la diffuser. Alors, la curation, c'est plus une attitude ou une technique qu'un outil particulier, puisqu'il y a plein d'outils de curation qui sont possibles. Je vais vous en présenter quelques-uns pour que ce soit un petit peu plus concret. L'idée globale, c'est que j'ai réparti ma séance, mes élèves en 3 groupes. Les premiers que j'ai appelés les curateurs, ceux qui font de la curation, c'est encore aussi vilain comme mot. J'espère que M. Finkielkraut de l'Académie française s'insurgera contre ce genre de choses. Je sais ça très bien. Les curateurs, donc la première étape, ils vont utiliser un premier outil qui s'appelle Scoopit. La deuxième étape, j'ai appelé ça les analystes. Donc les analystes, c'était pour qu'ils puissent analyser l'impact de la controverse dans les réseaux sociaux. Ils vont utiliser Storyfy. Donc Storyfy qui est un outil d'analyse de réseaux sociaux, mais qui est aussi un outil de curation. Donc en fait, on fait plusieurs fois la même chose. Et un nombre plus restreint d'élèves dans cette séance avait le rôle de community manager. En gros, le rôle qu'ont les vrais community managers professionnels sur les sites internet, c'est-à-dire publier des informations, animer une communauté, etc. Alors, effectivement, là, c'est une animation de communauté qui a duré 2 heures. Ils ont publié 12 tweets, c'était pas exceptionnel. Mais en plus, ça peut leur permettre un petit peu de leur faire découvrir ce métier-là qu'ils ne connaissent pas forcément. Effectivement, quand on voit Google qui publie une information sur Twitter, on se dit, tiens, qui c'est la personne qui est derrière ? Ah voilà, c'est un métier, c'est des gens qui sont rémunérés pour faire ce travail-là. Donc, je vais vous présenter outil par outil les différents éléments et puis les réactions des élèves. Donc, on va commencer par ce premier outil qui est peut-être le plus... Ah oui, j'ai oublié. Non, en fait, je ne vais pas vous présenter le Scoopit d'abord. J'ai un premier outil. Le premier outil qu'on a utilisé et que j'ai fait utiliser par tous les élèves, c'est Google Trends. C'est un petit moteur de recherche très très bien qui, en fait, fait une analyse statistique des requêtes des utilisateurs de Google. Donc si vous voulez savoir combien de fois le mot SVT Créteil ou séminaire a été tapé dans Google depuis ce matin, vous allez dans Google Trends, vous tapez les mots-clés et il va vous dire à peu près combien de fois vous avez besoin d'informations sur SVT Créteil. Je pense qu'il y a 1 heure ce matin quand vous ne saviez pas où est-ce que c'était la formation, vous avez peut-être dû chercher dans Google pour savoir où c'était. Donc ici, ce qu'on voit, l'activité qui a été faite avec les élèves, c'est qu'ils ont construit une frise chronologique collaborative au tableau. Là, pas besoin de numérique, stylo, tableau, point. On fait une frise chronologique avec les dates et ils se rendent compte que M. Serralini, ici, le premier pic qu'on voit, c'est son premier livre qu'il a publié en 2008, je crois. En 2009, il a publié un deuxième petit fascicule. Et puis, ce qu'on voit ici sur l'extrémité de la courbe, c'est le moment où il a publié son article polémique. Et donc, on a un certain nombre de petits points ici de répercussion après dans les recherches. Et comme chacun de ces points est automatiquement référencé par le robot de Google pour nous donner l'information qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, en 10 minutes chrono, les élèves ils avaient compris quand est-ce que l'étude avait été publiée, retirée, contestée, invalidée scientifiquement, etc. Tous les éléments de la controverse, ils étaient là. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des élèves qui disent de gauche à droite et d'autres de droite à gauche. Enfin, moi je ne connais pas ma droite de ma gauche, donc du coup là j'ai fait au hasard, mais dans tous les cas, ils font dans les deux sens et ça permet d'avoir quelque chose d'assez efficace et assez rapide. Alors, ensuite, ça c'était tous les élèves en même temps. Donc les curateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme outil et avec quelle information? Donc ils ont utilisé cet outil de curation qui s'appelle Scoopit. Alors Scoopit, ça se présente de la manière suivante. Vous voyez, c'est des petits cadres, d'accord? Chaque petit cadre contient un article que vous avez préalablement analysé, cherché, sélectionné, analysé. En dessous de chacun des petits cadres, vous voyez de loin, mais je vais zoomer, ici par exemple, vous avez un petit texte qui est en gris. Le texte qui est en gris, c'est la personne, le curateur, qui écrit ce petit texte en gris, cette petite analyse, ce petit commentaire
au moment où il va publier l'article. Donc on a une information supplémentaire par rapport à une information brute qui va être relayée. Donc ici, comment ça se passe? Il y a un compte Scoopit de la classe, c'est un travail collaboratif, ils sont tous sur le même compte Scoopit, et ils cherchent des informations. Et ils les publient dans l'outil. Comment ça se fait de manière assez simple? La première étape, je vous ai dit que c'était de sélectionner l'information. Donc c'est un outil de curation, donc c'est bien un outil qui va permettre de faire le travail en partie à notre place, ce qui fait que dans la barre de gauche qu'on voit juste ici sur le côté, on commence par sélectionner des mots-clés, d'accord? Donc en l'occurrence là le mot-clé c'était Serralini, on commence par ça. Le mot-clé Serralini, on le rentre dedans et le moteur de recherche de Scoopit va nous proposer un certain nombre d'articles. Donc là les élèves ils vont pouvoir tester un certain nombre de mots-clés. Effectivement, c'est des mots-clés qui vont être avec des « et » exclusifs, ce qui fait que si on met Serralini, souris, OGM, on va avoir des informations sur les souris, comment les éliminer de son garage, etc. Donc il faut choisir ces mots-clés de manière pertinente, bien entendu, pour pouvoir avoir un signal qui ressemble à quelque chose, parce que sinon il y a quand même beaucoup de bruit. Et donc une fois qu'on a rentré des mots-clés pertinents, on récupère juste en dessous ici des propositions d'articles. Et l'article, on le lit, ça nous envoie vers l'article d'origine. Et donc les élèves vont pouvoir, deuxième étape, traiter ou éditorialiser le contenu de l'article, en l'occurrence le lire, rechercher des informations qui vont permettre de le contextualiser, et c'est là vraiment le cœur du travail qui est vraiment intéressant, parce que là, jusqu'à présent, ils ont fait clic, ils ont tapé des mots de passe, des noms d'utilisateurs. Et là, des élèves vont se retrouver face à un article du Nouvel Observateur, ou un article du Figaro, ou un article de Libération, ou un article de blog de Libération. Et pour eux, ça a exactement la même valeur que le blogspot de Kikoulol 93. Du coup, là, c'est là que se joue tout le problème de la science. C'est la capacité que vont avoir les élèves à trouver quelle est la nature du document, quelle est la source du document, qui est l'auteur, dans quel contexte il écrit, dans quel journal il écrit, quand est-ce que ça a été publié, parce que dans toute la controverse, les informations ont été très très différentes. Une fois que l'article a été invalidé, on n'a plus du tout le même sens des articles qui sont publiés. Et une fois qu'ils ont réussi à faire ça, une fois qu'ils ont réussi à comprendre toutes ces informations, ils peuvent rédiger le commentaire qui se trouve juste ici en bas. D'accord ? Donc, vous aurez les liens de ces petites choses-là. Vous pourrez aller voir les productions d'élèves. C'est des productions d'élèves. En dehors d'un article où j'ai écrit, alors vous allez voir que c'est le point de vue le moins intéressant. Je le trouve très très fade, du coup, a posteriori par rapport à ce qu'eux ont écrit. Il y a encore les fautes d'orthographe, il y a pas mal de choses, mais vous allez voir que les élèves ici m'ont vraiment impressionné dans leur capacité à avoir un regard critique sur ce qui était fait. Je vous rappelle que mon idée de base, c'était de les faire travailler sur qu'est-ce que c'est qu'un argument, comment est-ce qu'on catégorise les arguments qui sont échangés lors d'une controverse scientifique. Et donc, les élèves, ils ont fait une typologie très très simple des arguments. Ils ont dit les arguments rationnels, scientifiques, économiques, etc., les arguments émotionnels, les arguments plutôt sentimentaux, émotionnels, j'ai déjà dit, du coup, je me perds dans mes propres histoires, et les arguments ad hominem. Ils ont fait une classification assez simple pour essayer de les repérer dans les articles. Et donc, quand vous lirez, vous verrez que les commentaires qu'ils produisent dans les petites analyses dans Scoopit sont un peu orientés dans cette idée-là. Donc la troisième étape, c'est publier. On appuie sur Scoopit, parce que c'est un jeu de mots. Et donc, l'article va être publié. Alors, les productions d'élèves qui peuvent être intéressantes, ici, elles sont laissées telles quelles. Elles nous donnent des informations sur leur capacité à choisir les articles. Donc si vous regardez ici le premier commentaire qui est mis sur le côté, l'élève il écrit « Cet article il apporte beaucoup d'informations sur les OGM et leur aspect économique, mais il n'a aucun rapport avec les OGM de Serralini. » C'est ballot parce que c'était quand même le but du jeu. Donc il y a un premier traitement, ils essayent d'extraire un premier signal à partir de tous les articles qui leur sont proposés, mais ils continuent à traiter des articles inutiles qui n'ont rien à voir ou pas grand-chose à voir avec le sujet. Donc on verra par la suite comment on essaye d'éliminer ce bruit-là. L'autre chose qui était très intéressante, c'est je leur ai laissé complètement le choix des articles qu'ils traitaient. Et je leur ai laissé aussi la possibilité qu'il y ait plusieurs groupes qui traitent les mêmes articles. Et de manière assez intéressante, l'article que je vous ai mis ici avec la petite fille avec sa peluche, la moitié des groupes l'ont choisi. C'est l'article le plus long, le plus compliqué à lire, qui brasse le plus de concepts et qui en plus est pas très facile à situer d'un point de vue des points de vue parce que ils listent un certain nombre d'arguments, un certain nombre de contextes, etc. Et les élèves voyant ça ont fini par se rendre compte eux-mêmes qu'ils s'étaient fait piéger par la photo et que l'argument sentimental qui leur avait fait choisir cet article les mettait dans une situation pas croyable parce que ça faisait 1 heure qu'ils lisaient l'article et qu'ils n'y comprenaient rien. Donc ils ont dit on m'y reprendra plus, on fera attention la prochaine fois. Donc
Le moyen comment dire, d'éliminer ce bruit-là et justement de leur faire prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire, c'est la mise en débat. Et à la fin des séances, on a fait à peu près 30 minutes où les élèves ont présenté qu'est-ce qu'ils ont étudié comme article, quel était le sens de cet article, dans quel contexte, et ils ont proposé le texte qu'ils avaient écrit. Et comme ils avaient fait parfois plusieurs fois le même article, ça permet justement d'avoir quelque chose d'assez important. Et donc, les articles inutiles qui ont été proposés, ils ont été éliminés pour la plupart. Alors, c'est un peu incohérent ce que je dis, parce que je vous dis que les articles inutiles sont éliminés, mais qui sont encore là. C'est simplement parce que dans la deuxième séance, j'ai pas eu le temps de faire le débat contradictoire, d'accord, ça a été un problème de temps. Donc du coup, ça laisse un truc un petit peu pas fini et ça vous donne une idée de la séance pas parfaite, hein, il manque un bout. Donc on a encore du bruit et on pourrait aller un petit peu plus loin pour éliminer ce bruit-là avec la même méthode qu'à la première séance. L'autre idée importante ici, par exemple, c'était l'article de Seralini a été l'un des premiers journaux à publier cet article, ça a été le Nouvel Obs, et donc on voit un article du Nouvel Obs du 18 septembre 2012 et un article un mois plus tard. Et alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment impressionnant pour ces élèves-là, parce que quand on regarde ce qu'ils ont écrit, ils ont écrit la chose suivante, si vous regardez. Le Nouvel Obs publie cet article choc avec pour seul appui une photo avec des tumeurs de souris. En gros, aucun recul critique, j'arrive pas à lire, moi c'est trop petit. Aucun recul critique de Seralini ou de ses résultats, un article pour faire le buzz. Donc l'esprit critique, là, il est vraiment très très important. Et ces élèves, ils ont réussi avec 2 outils. Le premier outil, ça a été de savoir qui écrivait, dans quel contexte, et de classifier les arguments qui étaient faits. Et le deuxième outil, c'était la recherche documentaire pour savoir qu'est-ce qui s'était passé, dans quel contexte, qu'est-ce que c'est que le Nouvel Obs, pourquoi est-ce que c'est un journal scientifique, quelle est la crédibilité des gens qui écrivent, etc. Et donc ils ont été très très sévères sur les articles qu'ils ont lus, souvent de manière assez juste. Donc là j'ai mis effectivement l'importance de la recherche documentaire, et là on est clairement sur des compétences documentaires qui peuvent être travaillées avec le professeur documentaliste. En fait, j'avais eu l'idée de le faire avec le professeur documentaliste à l'origine, mais lui, il était en train d'expliquer à ses élèves de licence pro comment est-ce qu'on fait un live tweet des soirées électorales. Donc malheureusement, il n'a pas pu m'aider sur ce point-là, mais c'était quand même un projet intéressant. L'aspect esprit critique, il est intéressant aussi parce qu'il interroge clairement l'estime que les élèves ont d'eux-mêmes et l'estime qu'ils ont de leur propre point de vue. Et alors ça, c'est vraiment, on en a déjà parlé pendant les 2 tables rondes précédentes, mais c'est vraiment très intéressant. Les petits commentaires assez critiques que je vous ai montrés, c'est pas des commentaires de très bons élèves qui ont l'habitude de commenter tout ce qu'ils voient avec une énorme confiance en eux. En plus, dans cette classe, il y a 2 catégories d'élèves. Il y a des élèves qui ont été sélectionnés pour être dans cette classe, pour passer les ABAC, donc le bac italien, qui est plutôt une filière d'excellence, entre guillemets, et puis les autres élèves normaux qui sont là. Bon. Les élèves qui ont l'habitude d'être sélectionnés, dont on leur dit souvent qu'ils sont très bons, etc., c'est ceux qui ont le moins bien réussi cet exercice pour une raison très très simple, c'est qu'ils font extrêmement confiance à leur point de vue. Alors que tous les autres élèves qui ont l'habitude de douter de tout parce qu'ils n'ont absolument pas l'habitude qu'on prenne en compte leur point de vue personnel et ils en doutent, ils ont été obligés de croiser leurs sources, rechercher les informations pour savoir qu'est-ce que c'est le Figaro, qui a écrit dans le Figaro, etc. En plus, ils sont conscients du fait que leur culture ne leur permet pas d'avoir un point de vue précis. Et donc, ce sont ces élèves-là, souvent les plus en difficulté, ceux qui ont 4 de moyenne au bac blanc, qui ont produit les écrits les plus intéressants. Donc ça, c'était vraiment une grosse surprise de cette séance. Et ici, je vous montre un exemple de 2 excellents élèves. C'est les 2 meilleurs élèves de la classe. Et tout ce qu'ils ont trouvé à dire sur ce truc, c'est la bibliothèque de Chambéry qui propose une exposition sur les OGM. Et ce que nous disent les 2 élèves, cet article n'apporte aucune information sur les OGM. Donc déjà, ils font une erreur, ils répondent pas à la consigne. Et il veut attirer le lecteur à une exposition à Chambéry en utilisant comme argument qu'elle est gratuite. Imaginez quand même que ces bibliothécaires de Chambéry, comme ils sont pervers de vouloir faire ça au lecteur. Donc vous voyez bien ici l'erreur monumentale, une erreur de jugement et d'appréciation qui est due au fait que ils donnent leur point de vue, on leur demande de donner leur point de vue, ils n'ont pas cherché ni les sources ni quoi que ce soit, et au final c'est eux qui ont fait le plus preuve de critique mais pas du tout d'esprit critique. Donc ces éléments-là ils sont très très importants aussi et c'est la mise en débat à la fin de la séance qui permet en plus de corriger ces différents éléments-là et permettre à des élèves qui ont beaucoup travaillé sur un article, qu'ils ont galéré à comprendre, de donner leur point de vue alors qu'habituellement ils ont plutôt peur de cette chose-là. Et effectivement, 2 groupes, un groupe qui a travaillé, qui a croisé ses sources, qui a réfléchi, et un autre groupe qui pond un truc comme ça, ce commentaire-là il est éliminé à la mise en débat par les élèves eux-mêmes. Deuxième outil, Storify.
Donc les analystes, c'était un autre petit groupe d'élèves qui avait pour rôle d'essayer de comprendre quel était l'impact de la publication de Seralini et la nature des arguments échangés sur Twitter. C'était un choix, on pourrait faire sur autre chose, et de mettre ça en œuvre avec Storyfy. Alors Storyfy, c'est quoi? C'est donc un outil qui permet de raconter une histoire à partir d'informations, de publications sur les réseaux sociaux. Donc ça se passe en 3 étapes, vous allez voir que ces 3 étapes qu'on retrouve encore une fois. On sélectionne les réseaux sociaux qui nous intéressent, on met un mot-clé qui peut être un hashtag, qui peut être un nom d'utilisateur, qui peut être plein de choses, et le moteur de recherche va nous proposer plein de publications et on va pouvoir les ordonner pour raconter une histoire. Alors, si vous regardez les différents Storyfy qui existent, il y a soit on le fait en ligne, soit on le fait sous la forme d'une petite animation, c'est un petit peu plus joli, parce que là, de loin, j'imagine que vous n'allez pas voir grand-chose, mais donc on voit ici des publications qui sont faites par un certain nombre de personnes, et donc là, juste sur les côtés, c'est les élèves qui ont rajouté des petits commentaires chronologiques, etc. Ça fait ce que je réponds? Ouais, c'est bon. Donc, le point important quand même dans Storyfy, après l'avoir testé, c'est que c'est pas un travail, ça ne peut pas permettre un travail collaboratif. Quand on écrit une histoire dans Storyfy, il y a un post, une histoire. Si on met plusieurs élèves sur la même histoire en train de la créer, l'application web ne permet pas de travailler à plusieurs, donc en fait ils écrasent leur travail mutuellement. Donc il faut créer plusieurs histoires séparées, puis après les fusionner, donc c'est un peu casse-pied. Donc en fait là on n'est clairement pas dans du travail collaboratif, on est plus sur un travail personnel. Après on peut donner des thématiques de recherche différentes, ça ne change pas grand-chose. Donc Storyfy, comment ça fonctionne? On choisit les réseaux sociaux, on choisit un mot-clé, ici en l'occurrence Seralini, on sélectionne les publications pertinentes, donc là il y a un vrai tri à faire dans les informations, et donc on les organise sous la forme d'une chronologie. Donc si vous regardez ici, ils ont commencé par à partir du 2 janvier, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on trouve à partir de décembre 2013, tout ça dans le cadre global de la chronologie qu'on avait faite en début de séance, et à chaque fois ils ont listé les publications qui revenaient, etc. Les points de vue des élèves, le ressenti des élèves là-dessus, il a été assez impressionnant parce que Storyfy, pour moi, c'était quand même assez difficile pour un élève à utiliser comme ça, à brûle pour point. On pourra discuter du timing pour s'approprier les outils, mais c'était quand même pas évident. Et donc, si vous regardez un petit peu ce que j'ai mis là, c'est une citation d'élèves, regardez ce à quoi ils sont arrivés. Si on a bien compris, quand il y a un nouvel article de publié, les premiers tweets qu'on voit sont des trucs sérieux, avec des arguments scientifiques, en général des publications institutionnelles. Et puis 3 ou 4 jours après, ça devient n'importe quoi. Il n'y a que des gens pas scientifiques qui relaient l'info en jouant sur la peur, le dégoût, les sentiments. C'est comme ça à chaque fois en fait. Bon, moi, ils m'ont fait rêver quand ils m'ont écrit ça. Donc, en fait, on voit que là, juste en les laissant se dépatouiller avec une consigne très très simple, racontez-moi une histoire, je leur en demandais pas plus, ils ont réussi à percevoir la différence entre une information, un argument et une opinion. Et là-dedans, arriver à, dans chacune des opinions qui étaient publiées, à voir les différents types d'arguments qui pouvaient être utilisés. Donc, je vais vite sur Storyfy, mais le résultat est quand même assez intéressant. Que faisaient les community managers? Bon, de manière très simple, la consigne c'était un compte Twitter de la classe, et donc sur le compte Twitter de la classe, ils publiaient les informations que leurs camarades avaient produites, d'accord? Donc ils réalisaient pas du tout de curation, ils faisaient que de la production et de la publication en ligne. Alors un petit mot sur Twitter, on en parle pas mal depuis ce matin, mais il y a une spécificité de Twitter, et donc vous pourrez aller voir mes collègues qui sont là-haut qui vous expliqueront super bien comment ça fonctionne. La fonction de Twitter par rapport à d'autres réseaux sociaux, elle est due à sa limite à 140 caractères. Dans 140 caractères, on ne va pas faire des grandes analyses, on ne va pas expliquer, raconter sa vie, etc. C'est vraiment une fonction de mise en lumière de l'info. On voit l'info, on la repère et on la publie pour la mettre en lumière et pour la publier aux personnes qui nous suivent. Donc ça nécessite, quand on fait ça, d'avoir déjà un contenu qui est préexistant et aussi de réfléchir aux destinataires. Puisque comme ils savaient très bien qu'eux étaient en train de chercher des informations publiées sur les réseaux sociaux, il fallait que si jamais quelqu'un d'autre se pose des questions sur Seralini, que leur travail à eux puisse être visible. D'accord ? C'était vraiment dans l'état d'esprit d'un travail de collaboration avec des inconnus dans la création de contenu. Donc ils ont été obligés de réfléchir un petit peu aux outils utilisés par le destinataire pour trouver l'information. Ça, j'y reviens dans une minute. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les community managers en 2 minutes ? Première étape, ils ont choisi dans les articles Scoopit qui avaient analysé leurs camarades et publié leurs camarades, ceux qui étaient pertinents à publier. Comme je vous disais, il y avait encore du bruit, donc ils ont choisi. Ça fait partie de notre polémique, ça en fait pas partie. Voilà ce qu'on tweet, est-ce que ça c'est intéressant ? Un article qui n'a aucun intérêt, on ne va pas le mettre. Donc il y avait déjà un élément. Ils ont choisi des mots-clés à l'intérieur de Scoopit, donc ils ont repris le travail de leurs camarades. Et ils ont aussi, et c'est pour ça que le niveau de langue, si vous regardez un petit peu les publications qui ont été faites sur Scoopit, il est assez étonnant pour des élèves de terminale
de Seine-Saint-Denis. En tout cas, moi, ceux que je connais, ils écrivent pas comme ça. Et en fait, c'est dû à une validation qui était un petit peu collégiale, c'est-à-dire que les community managers sont allés voir leurs camarades en disant regarde comment t'écris, on va corriger ça, etc. Et ils ont corrigé la syntaxe, l'orthographe, la forme, tout en fait. Ce qui fait qu'au final, on a des publications qui sont de plutôt bonne qualité. L'étape 2, dans ce que devaient faire les community managers, c'était rédiger le tweet. Donc il fallait réfléchir aux informations qu'il fallait qu'ils mettent en avant dans le tweet, alors qu'ils avaient un article de, 1500 signes, qu'ils avaient analysé en 3-4 lignes, et que là maintenant il fallait encore réduire en 140 caractères. Et choisir les bons hashtags et les bons arrobas dans Twitter, ça sert à citer le compte de quelqu'un. Et alors là, un exemple, c'est que les élèves, ils ont été relativement pertinents dans leurs remarques, c'est-à-dire... vous avez ici un petit tweet qui explique que, alors dans la polémique autour de l'article de Serralini, il y a eu un reviewer qui s'appelle Goodman qui a été intégré entre le moment où l'article a été publié et le moment où il a été, où l'article a été retiré de la revue. D'accord ? Et ce monsieur Goodman, il a travaillé pendant très longtemps pour Monsanto. Donc faire le lien en se disant, depuis que Goodman est arrivé dans le comité scientifique de la revue, ils ont fait pression pour que l'article soit retiré, c'est quand même pas très très difficile. Et il y a plein d'articles qui argumentent en ce sens. Donc les élèves, ils tweetent, est-ce que FCT, donc le nom de la revue, est-ce qu'elle a été corrompue par Monsanto ? Ça expliquerait la suppression de l'étude de Serralini. Et donc là, ils étaient embêtés, parce qu'ils savaient que, pour parler de Goodman, il fallait citer M. Goodman, il a un compte Twitter. Donc est-ce qu'on cite M. Goodman, on met @Goodman, ou est-ce qu'on met #Goodman pour que les gens puissent, quand ils font des recherches sur Goodman, trouver cette information ? Et donc quand on est un élève de Terminal S, est-ce que c'est vraiment très très pertinent d'accuser un grand scientifique de corruption, comme ça, du temps blanc ? Donc c'est vraiment des choses que je n'avais pas du tout anticipées, mais qu'ils ont réfléchi par eux-mêmes. Et ce qui est vraiment intéressant, parce que souvent, quand on parle réseaux sociaux, usage en classe, etc., on se heurte à des peurs qui sont assez légitimes sur « j'ai pas envie qu'il y ait des informations personnelles qui se retrouvent sur les réseaux sociaux ». Et en fait, d'un point de vue des élèves, c'est absolument pas un problème. On a des interactions publiques dans un espace public. Donc on réfléchit à la manière dont on rédige les choses. Et c'est pareil avec Facebook. Donc ça, c'était assez intéressant. Je vous ai dit que ma séance, elle avait un peu dysfonctionné. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est typiquement une erreur de débutant dans la conception de la séance, mais qui est extrêmement intéressante. Donc, j'avais des élèves qui travaillaient sur Twitter, qui devaient analyser les publications des gens inconnus sur Twitter, et puis d'autres qui travaillaient sur Storyfy, et qui donc analysaient... Non, pardon, je dis des bêtises. Les élèves qui travaillaient sur Storyfy analysaient les tweets d'inconnus, et sur Twitter, les community managers, ils publiaient des informations traitées par leurs camarades. Et donc, au bout de 3/4 d'heure, il y a des élèves qui sont venus me dire ça. Monsieur, ils sont cash mes élèves. Sans vouloir vous vexer, j'ai l'impression que vous nous faites galérer depuis 3/4 d'heure sur un truc complètement stupide. Pour faire un Storyfy vraiment intéressant, il suffit de mettre dans l'ordre les tweets de sujets SVT qui ont été créés par les autres camarades, qui contiennent déjà du contenu, trié, sélectionné, analysé. Pourquoi on va aller s'amuser à lire des tweets en anglais où il faut qu'on lise l'article auquel c'est relié, où on comprend rien, où on comprend pas si c'est un scientifique ou un fou d'extrême droite qui est en train d'écrire, parce qu'il y a de tout, alors qu'en fait on a nos camarades qui ont cherché, sélectionné des articles, lu, analysé, fait et publié, en fait, ils ont entièrement raison. Donc le travail collaboratif, il est non seulement chez eux spontané, mais en plus ils en perçoivent la valeur ajoutée et le sens. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc en les laissant vraiment s'autoréguler dans la séance, parce que pour poser exactement la même question que Maxime, et moi j'arriverai pas à la redire aussi bien que lui, mais et la place du professeur, qu'est-ce que je fais moi, un truc comme ça. C'était bien, mais moi j'ai pas la... Le professeur, on se pose la question, je l'ai mis en orange, le professeur, il est partout en même temps, il court partout dans toute la salle, parce que quand il y a des élèves qui ont un besoin sur qu'est-ce que je vais utiliser, est-ce que je vais plutôt utiliser ce hashtag là, comment est-ce que je vais formuler, je sais pas comment est-ce qu'on conjugue ce verbe, je suis pas sûr que là je suis sur un blog qui s'appelle nousallonsdirlavérité.com, j'arrive pas trop à savoir si c'est des scientifiques ou si c'est des gens un peu activistes politiques, etc. Donc le professeur il est partout. Et le professeur surtout il apprend en fait parce que moi j'ai énormément appris de cette idée là. Alors avant que vous me jetiez des tomates je donne ici je fais un clin d'œil parce que hier je lui ai fait ça sans lui dire et puis il n'est pas là donc un personnage brillant qui était dans cette salle hier m'a dit ça en réunion le 27 septembre 2012, je l'avais noté. Sincèrement, toi, Twitter me met très mal à l'aise. C'était tellement de sentiments personnels, sans aucun contrôle. Je trouve ça vraiment gênant. Point de vue tout à fait acceptable. Hein. C'est absolument pas pour me moquer que je fais ça. Et voilà ce qu'il fait maintenant. D'accord ? Donc, il s'est passé à peine...
il s'est passé à peine 2 ans. Donc en fait, souvent on a peur des choses qu'on ne connaît pas, donc faut tester. Hein. Moi, la plupart des outils que j'ai utilisés là avec mes élèves, je les avais jamais pratiqués il y a 6 mois. Donc c'est pas, il faut pas avoir peur. Il m'a donné l'autorisation de faire ça. Il m'a même dit de le faire, donc je me suis permis. Pour ouvrir un peu, j'ai proposé ça dans le cadre de l'AP en terminale S avec 16 élèves, donc forcément tous les ingrédients pour que ça marche plutôt pas mal. On peut imaginer utiliser ça en classe dans le cadre de construction de savoirs un peu plus disciplinaires, avec des exemples. Par exemple, ici en seconde, sur la Terre, planète de la vie, on a des controverses qui sont assez sympathiques. On a au mois de mai dernier, là, le petit alien qui a été trouvé dans l'Atacama. Alors, est-ce que c'est un alien? Est-ce que c'est pas un alien? C'est Science qui a publié l'info, c'était intéressant. Il y a 4 jours, il y a eu un sabre laser qui a poussé en plein milieu de Mars, qui a été enregistré par Curiosity. Ça, c'est des trucs qu'on trouve dans la plupart des sites. Hein. Ils sont persuadés que les Jedi ont débarqué sur Mars. Malgré le fait que la NASA a dit que c'était sans doute une petite particule cosmique qui avait tapé dans la caméra droite parce que la caméra gauche n'a rien enregistré du tout. Mais vous verrez, vous allez voir sur Twitter, ça fait un buzz absolument monstrueux. Je m'arrête là. Bravo. Très bien. Bonjour à tous. Moi, j'interviens. Alors, je suis vraiment pas pédagogue, je suis journaliste. Je suis journaliste à la Cité des Sciences. Et donc, je ne pourrais pas vous donner des conseils techniques, en tout cas de pédagogie. Par contre, je peux vous apporter un regard de journaliste par rapport à cette expérience qui me paraît très intéressante et pour cause, effectivement, on est submergé par les informations. On en est nous-mêmes un petit peu les auteurs, mais on est aussi dépassé par le nombre de blogs, de tweets. Les sources sont très très diverses et donc c'est pas facile de faire un tri. La démarche du journaliste, c'est pas tout à fait la même que la démarche des étudiants ici. Les étudiants, ils devaient faire une espèce de revue de presse finalement. Et essayer de savoir ce que valaient les articles qu'ils avaient à disposition. Nous, on n'est pas censé faire des revues de presse, on est censé aller chercher l'information à la source. Malgré tout, on a certains problèmes identiques, c'est-à-dire qu'on a énormément de sources possibles, on a énormément de bruit, et on ne sait pas finalement c'est pas facile de savoir ce qui est intéressant, ce qui est à retenir. Et du coup, certaines questions sont identiques. La grande question qu'on doit se poser, c'est qui est légitime? On est souvent en train de se dire, est-ce que la personne que j'interviewe, la personne que je vais chercher, la personne qui se manifeste sur tel sujet, est-elle légitime pour parler? Légitime, on va voir ce que c'est. Ça ne veut pas dire que c'est forcément l'auteur. Ça peut être un commentaire. Un commentaire peut être légitime, sauf que c'est un commentaire d'un anonyme qui ne connaît pas bien le sujet n'est pas légitime. Voilà. Donc, ça recoupe certaines problématiques du journaliste, savoir s'y retrouver. Et je vais vous montrer dès que ça... J'essaye. Hein, ouais. Bon, c'est pas grave parce qu'entre-temps, j'ai d'autres choses à vous dire. Les outils qui ont été présentés ici paraissent très intéressants. Voilà. Je veux dire, c'est des outils qui peuvent être repris. En pratique, nous, effectivement, on ne les utilise pas. On ne les utilise pas parce que justement, on ne fait pas des revues de presse et qu'on est plutôt... Ça marche pas? Ah oui, d'accord. Justement, nous, on n'est pas censé faire des revues de presse, on est censé aller chercher l'information à la racine et pas simplement reprendre des articles qui ont déjà été publiés. Bon, ça peut se comprendre. Malgré tout, ces outils me paraissent intéressants à une limitation près, c'est que, et on pourra en reparler vers la fin de mon intervention, c'est que ça touche qu'aux réseaux sociaux, ou en tout cas au réseau, au sens large du terme. Or, tout ne se passe pas dans les réseaux. Et dans l'affaire Seralini, c'est un exemple très intéressant, c'est que ce n'est pas simplement une controverse scientifique, c'est aussi une polémique médiatique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs problèmes qui se superposent, et si on en a tant parlé, ce n'est pas tant pour les résultats et la controverse scientifique, mais c'est aussi sur ce problème médiatique qui s'est posé au lancement de la publication de Seralini. Je résume, pour ceux qui savent, pour ceux qui ne connaissent pas, Seralini a fait une publication dans une revue scientifique, comme tous les scientifiques. Les scientifiques font des travaux, et les travaux sont publiés dans des revues primaires. Et généralement, c'est même une règle, le résumé, les journalistes ont accès aux revues, la publication, une semaine avant la publication officielle. Pourquoi? Pour pouvoir préparer des articles à
à une semaine après, pour que les articles soient construits, pour qu'on puisse accéder, pour qu'on puisse comprendre déjà la publication, pour qu'on puisse consulter éventuellement le chercheur, d'autres chercheurs, pour avoir d'autres points de vue. Donc voilà, ça sert à ça, et ça s'appelle un embargo. Donc les articles qui sont publiés sont généralement sous embargo. S'ils ne sont pas sous embargo, ils sont publiés directement, mais il n'y a pas de rétention d'informations en tout cas. Or, dans l'affaire Seralini, ce qui s'est passé, c'est que Seralini a bloqué la publication, l'a réservée au Nouvel Obs et a réservé la publication à d'autres journaux sous réserve de respecter un certain contrat, chose qui ne se fait absolument pas. Le contrat, c'était vous avez juste accès au papier, vous ne consultez aucun chercheur, et voilà. Donc il y a beaucoup de revues, Libération, Le Monde, ont refusé de signer ce genre de papier, et ont préparé malgré tout, donc n'ont pas eu accès à la publication, et ont fait leur enquête de leur côté sans avoir accès à la publication. La publication est sortie, avec, effectivement, ça c'est bien, les étudiants ont repéré qu'il y avait quand même un problème dans le papier du Nouvel Obs, c'est très très bien. Ce qu'ils n'ont peut-être pas noté, c'est qu'effectivement, il y avait cette histoire de connivence entre la publication et le Nouvel Obs. Et donc, d'une certaine manière, ils ont raté peut-être tout un pan de l'histoire, ce qui est un petit peu dommage, mais ce qui est révélateur aussi de ce qu'on trouve sur Internet. On trouve des choses qui se recyclent. Voilà. Donc ça, je vais vous montrer justement dans ma présentation un petit peu le flux d'informations qui est aujourd'hui très complexe et qui explique que ce n'est pas toujours facile de remonter aux sources. L'une des difficultés des étudiants, là, c'était de savoir ce que valaient les articles qu'ils trouvaient. Nous, on se pose un peu la même question. Et l'une des questions qu'on peut se poser, je vais sans doute refaire certaines choses qu'ont fait les étudiants, hein, c'est se poser certaines questions. Et la première question, c'est qui parle ? Qui me parle ? Je suis face à un article, qui me parle ? Et donc, ça peut être un article de journal. Donc, c'est un journaliste. Journaliste, il y en a différentes. Il y a différents types de journalistes. Il y a les journalistes généralistes. Nouvel Obs, c'est un journal généraliste. Et puis il y a les journalistes spécialisés, en l'occurrence des journalistes scientifiques. Et il se trouve que dans l'affaire Seralini, on avait le Nouvel Obs, on a le groupe Nouvel Obs qui a fait cette publication en exclusivité et qui est lié. Nouvel Obs est lié à Science et Avenir. Science et Avenir n'a pas été mis dans la boucle de l'information. Et ils sont tombés des nues à la sortie de l'article. L'article était effectivement un petit peu très caricatural. Le trait était forcé. Il y avait des erreurs. On mettait beaucoup de crédit à l'étude alors qu'on n'avait pas de réponse. Et Science et Avenir, il y a eu un conflit à ce moment-là, un gros problème au sein de la rédaction. Qu'est-ce qu'on trouve encore ? On trouve beaucoup d'articles de communicants. Alors, quand je dis communicants, c'est en France, parce que c'est une culture très française, on distingue bien le journalisme de la communication. Ce n'est pas forcément le cas dans les pays anglo-saxons, mais en France, c'est très marqué. Et donc, on considère qu'un communiqué du CNRS, ce n'est pas un article du Monde, par exemple. Ce n'est pas pareil. Même si on parle du même sujet, c'est deux choses qui ne se valent pas. Un communicant, il cherche à faire passer un message. Il y a deux types de messages. Il y a le message des institutions, le CNRS, par exemple, où là, dans ce cas-là, c'était, je ne sais plus, il y a eu des autorités sanitaires qui se sont manifestées. Voilà. Et puis, on a aussi les associations, qui sont des communicants aussi. Les associations, donc les ONG, les associations militantes, etc., veulent faire passer un message. Donc, ce sont des communicants. Ce n'est pas un problème. Quand je parlais de légitimité, tous ces gens-là sont légitimes en soi. Le problème, c'est de bien savoir qui sont ces gens. Et ça, c'est très important. Il y a des gens qui s'expriment... dans les acteurs, il y a des experts, il y a des scientifiques. Et puis, il y a les blogueurs, les particuliers, les anonymes. Voilà. Première question, c'était donc qui parle ? Deuxième question, mais au nom de qui ? Donc, le journaliste, généralement, il va parler au nom de son journal. Ce n'est pas toujours le cas. Prenez le blog justement, c'était un blog d'ailleurs, le blog de Sylvestre Huet. Sylvestre Huet, le journaliste scientifique de Libération. Il a monté un blog en son nom, qui est hébergé par Libération. Et sur le blog, il écrit en son nom.
Par contre, les articles qui sont publiés dans la partie Libération sont écrits au nom de Libération. C'est vraiment deux choses différentes aussi. Le ton n'est pas le même, les informations ne sont pas les mêmes, et il faut le savoir. Donc pareil, toujours, ça peut être un journal généraliste, Nouvelle Obs, un journal spécialisé, Sciences et Avenir par exemple. Au nom de qui? Au nom d'une institution. Donc un chercheur ne parle pas forcément en son nom, il peut parler au nom d'une institution, au nom du CNRS, au nom de ce qu'on veut. Idem pour les associations. Et puis il y a beaucoup de gens qui parlent au nom d'eux-mêmes. Et ça, c'est généralement ce qu'on va trouver de plus fréquent sur Internet. C'est-à-dire qu'avec la montée d'Internet au début des années 2000, on a vu essentiellement des blogs. Et dans les blogs, on a comparé souvent les blogs à du journalisme. Nous, on est un petit peu fâchés d'entendre ça, généralement, parce qu'on estime que notre travail va bien au-delà du commentaire. Dans les blogs, souvent, c'est du commentaire. Et donc, on a essentiellement du commentaire, et ce sont des gens qui donnent leur propre avis. Quel type d'information? Je fasse un article, quel type d'information y a-t-il dans cet article? Alors, ça peut être des faits, du factuel, de l'information. Voilà, il s'est passé telle chose à tel endroit, où Serralini vient de faire une publication, qui raconte ci, qui raconte ça. Des explications. Voilà, ça c'est la partie vulgarisation. C'est pareil, il ne faut pas imaginer que le journalisme c'est de la vulgarisation. La vulgarisation n'est qu'un élément dans un article. C'est un élément de compréhension. Et puis, une analyse, des commentaires. Et généralement, un article assez fourni contient tous ces éléments-là. Les faits, une explication pour qu'on comprenne ce qui s'est passé, et puis une analyse de gens qui sont légitimes et qui peuvent venir de différents bords. Pour chacun de ces points, il faut se poser la question, les faits, quelle est la source? Est-ce que les sources sont citées? Et très souvent, les sources ne sont pas citées, ou alors elles sont mauvaises. C'est-à-dire qu'on cite quelqu'un qui n'est pas habilité à avoir ces sources-là. Donc c'est une question qu'on se pose. Concernant les explications, ce qui est la vulgarisation, est-ce qu'elle est bien faite? Est-ce qu'elle a été validée? Est-ce qu'elle a été encadrée par des gens qui savent, qui comprennent le sujet abordé? Ça aussi c'est important, parce qu'il y a aussi beaucoup d'erreurs. Regardez juste les émissions, enfin pas les émissions, les sujets scientifiques ou médicaux du 20h, généralement c'est une catastrophe. On a des grippes qui sont dues à des bactéries, enfin je veux dire, c'est pas un problème pour eux, parce qu'un virus bactérie c'est un microbe, quoi. Et très souvent c'est parce que c'est des sujets qui n'ont pas été encadrés par le journaliste scientifique de la rédaction, parce qu'il y en a finalement aujourd'hui, il y a peu de journalistes scientifiques dans les rédactions. Et puis, concernant l'analyse, je vous le disais il y a une minute, quelle est la légitimité des gens qui analysent le fait traité? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser. Et ça, on pourra s'en poser plein d'autres, c'est pas exhaustif du tout. Et on devra avoir quasiment une fiche, on peut dresser une fiche d'identité sur un article, trouvé au hasard sur Internet, et puis voir s'il y a des choses qui sont incohérentes, par exemple, des faits qui ne sont pas sourcés, c'est problématique. Des explications dont on ne sait pas d'où elles proviennent, c'est problématique. Par contre, avoir quelqu'un qui est d'une association, qui donne un point de vue, c'est-à-dire une analyse partielle, mais partiale, c'est pas un problème. C'est pas un problème, il suffit juste de l'identifier. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on a? On va avoir plein d'articles, on va voir que certains articles sont un peu légers, et puis on va essayer d'identifier les différents acteurs. Les différents acteurs de la polémique ou de la controverse scientifique de Serralini, eh ben, elle touche plein de monde. Elle touche la communauté des journalistes scientifiques qui ont été très impliqués dans cette histoire-là, Serralini lui-même, des associations militantes, des défenseurs des OGM, et puis plein d'autres personnes. Nous, notre travail en tant que journaliste, c'est d'identifier tous les acteurs et puis d'essayer de rendre compte un petit peu de leur point de vue, en respectant aussi le poids de chacun. Voilà. Je donne l'exemple par exemple du réchauffement climatique. Ce serait mauvais de dire qu'il y a 50%, enfin de donner l'impression qu'il y a 50% des chercheurs qui pensent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique et 50% qui pensent qu'il y a un réchauffement climatique.
Donc là, l'idée aussi, c'est d'arriver à peser tout ça. Dans le cas des étudiants, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi finalement à trouver tous les acteurs. Mais ça, je me trompe peut-être. Hein. Je n'étais pas là au cours des débats. Non, c'est tout à fait vrai, puisque l'idée, c'était vraiment de leur permettre de toucher un petit peu du doigt ce que c'était qu'une controverse scientifique et dans une moindre mesure médiatique. Et effectivement, alors c'est une question qui a été posée hier et du coup je donne la réponse maintenant, mais ce qui est assez impressionnant, c'est que les élèves n'ont jamais, à aucun moment, ressenti le besoin d'aller chercher l'article d'origine de Seralini pour le voir. Alors justement, je vais vous dire, là... oui, on parlait du traitement, ça avait été traité, enfin on en avait parlé. Quel est le traitement de l'article? Il peut être factuel, généralement c'est ce que moi je préfère. Revendicatif, c'est pas gênant si c'est quelqu'un qui a des idées, qui soit un scientifique, soit quelqu'un de militant, mais voilà, qui est un militant identifié, on va dire. Émotionnel, c'est beaucoup plus gênant. Et puis il y a sans doute d'autres traitements possibles. Alors, le cheminement d'information, dans l'idée, non, c'est même pas l'idéal, c'est pas l'idéal, mais de manière très simpliste, un scientifique publie dans une revue primaire, Science, Nature. Là, nous, en tant que journalistes scientifiques, on a accès à ces revues primaires. On a le temps de les préparer, comme je disais, avec les embargos, par exemple. Et puis, on diffuse nos articles. Et théoriquement, le lecteur final si on a bien fait notre travail, nous, on est allé chercher des informations à gauche, à droite, des contradictions, enfin, le débat contradictoire, il doit être présent dans nos articles. Et le lecteur final a accès à ça. Aujourd'hui, c'est ça, et encore, j'oublie beaucoup d'éléments, et puis sans doute des doubles flèches. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des scientifiques qui publient toujours dans des revues primaires, qui sont repris par des journaux, mais ce qui est repris par les journaux peut être repris une seconde fois par un autre journal, et puis une troisième fois, avant d'atteindre le lecteur final. Tout ça est bien sûr tweeté. Les tweets sont repris sur les blogs, les blogueurs tweetent aussi. Les associations sont très actives sur les tweets. Également, à travers leur site ou leur blog, touchent les lecteurs finaux. Et puis les institutions, les institutions aussi s'y mêlent et tweetent aussi. Voilà. Si on essaie pour chaque article de retracer un petit peu le circuit d'information, on peut arriver à 6, 7, 8 intermédiaires, mais très très facilement. Ce qu'on va trouver dans la blogosphère, dans la tweetosphère et dans les réseaux sociaux de manière générale, c'est surtout ce qui va se passer en bas à droite. Là. Voilà. Et le but du jeu, ce serait aussi de remonter un petit peu en haut à gauche, c'est-à-dire vers les scientifiques. Nous, il est inconcevable qu'on ne contacte pas les scientifiques quand il y a une publication scientifique. Notre travail, c'est de remonter vraiment à la source et puis d'interroger les différents acteurs. C'est-à-dire que le discours d'une institution, le discours d'une association, tout ça est recevable, bien entendu. Voilà. Donc, j'imagine que pour les étudiants, mais comme la majorité des gens, le circuit d'information scientifique, en l'occurrence, est très très mal connu, voire inconnu, et donc c'est un travail difficile à faire, ça je le conçois. Donc, faire ce travail sur la recherche, ce décryptage de l'information scientifique me paraît entièrement nécessaire. Les outils me paraissent, là je les connais, enfin je les pratique pas, donc j'ai pas trop d'avis là-dessus. Ma seule limitation, ce serait que ces outils nous confinent à une partie de la circulation d'informations. Mais j'encourage vraiment ce travail sur le décryptage de l'information. Dernière chose, et ça je n'ai pas la réponse, j'ai l'impression que les étudiants, mais c'était peut-être le but du jeu, se sont intéressés au circuit d'information, mais je ne sais pas s'ils sont intéressés au sujet en lui-même. C'est effectivement le cas. Je n'ai pas du tout présenté cette partie-là, mais effectivement, dans la mesure où ils avaient besoin de comprendre ce qui se passait et que pour un élève de terminale qui n'a jamais entendu parler de Seralini et tout à fait à juste titre d'ailleurs, qu'il soit capable de comprendre que quand il y a un reviewer qui est intégré dans le comité scientifique d'une revue, qu'il est potentiellement lié à un industriel, etc., alors on va retirer un article. Enfin, c'est extrêmement complexe quand même comme information. Et déjà même nous, par moments, dans la polémique, on s'y perd.
Donc en fait, ils avaient vraiment besoin de savoir qu'est-ce que c'est, sur quel maïs ça portait, pourquoi est-ce que dans une étude sur les souris, on leur fait bouffer un insecticide qui n'a rien à voir avec les OGM. Donc en fait, ils ont été obligés quand même malgré tout de s'intéresser au sujet, mais j'en ai pas du tout parlé en débat. Bon, on vous remercie beaucoup. Moi, je voulais juste te dire que cette thématique d'AP, par exemple, en terminale, nous semble particulièrement pertinente parce que nous savons que forcément, les élèves que nous emmènerons vers le post-bac, université ou grandes écoles, auront forcément des recherches médiatiques et effectivement des médias numériques à utiliser. Donc, à les avoir sensibilisés sur le fait que l'information naît, se traite, se redigère, se redistribue et se complexifie en quelque sorte. Et un entraînement qui, à notre sens, paraît tout à fait avoir son droit et même son devoir dans une séance d'AP de terminale. Voilà.